Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver avec Renaud Degas pour une nouvelle émission des contrepoints de la santé autour de la recherche médicale. Vous en conviendrez, un sujet essentiel, un sujet fondateur pour la médecine et aussi un sujet d'actualité. Nous faisons le point aujourd'hui à la fois après la crise du Covid et qui a marqué très nettement le fait que la recherche française n'avait pas été ou n'avait pas su répondre correctement aux enjeux scientifiques. Enfin, nous en discuterons. A-t-on agi et progressé sur la question de l'organisation de la recherche depuis cette date, cette grave crise sanitaire que nos pays ont traversée? Quid également des difficultés des dépenses publiques aujourd'hui qui, évidemment, devraient pouvoir impacter, on pourrait dire malheureusement, la santé et la recherche en compétition avec d'autres dépenses, d'ailleurs, dans une période de tension internationale. Et nous parlerons également de la science dans le monde et en particulier, évidemment, aux États-Unis, sous les coups de boutoir du président Trump. Le titre de notre émission enregistrée en public ce matin à la Villa M, ce jeudi 3 juillet en matinée donc, et le titre est « La recherche médicale française est-elle prête à faire face aux nouvelles donnes internationales ?» Pour répondre à cette question, à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Guillaume Canot. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes voisin, puisque vous êtes à l'hôpital Necker, et vous êtes le responsable de l'unité de médecine translationnelle et thérapie ciblée, donc à l'hôpital Necker de l'AP-HP. On vous connaît notamment, mais on y reviendra, parce que vous avez beaucoup travaillé sur un syndrome très particulier qui s'appelle le syndrome de Cloves. Donc nos confrères et moi-même d'ailleurs, journalistes, nous avons beaucoup suivi vos travaux. Le professeur Bruno Clément, vous êtes le directeur de recherche à l'unité INSERM Nutrition, Métabolisme et Cancer au CHU et à l'Université de Rennes, et vous êtes membre éminent. En tout cas, vous travaillez beaucoup sur ces questions de recherche à l'Académie de médecine. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et le professeur Marc Humbert est le doyen de la faculté de médecine de Paris-Saclay. Vous êtes également le vice-président de la conférence des doyens de médecine, et vous êtes un spécialiste reconnu de l'hypertension pulmonaire. Je remercie nos partenaires, Pasteur Mutualité, qui nous accueillent, toujours avec bonheur, Care, Via Voice, Hortus et la veille des acteurs de la santé. Et puis un petit salut particulier ce matin à Camurus, qui rejoint le cercle très honorable, qui va rejoindre le cercle très honorable des partenaires des contrepoints de la santé. Bienvenue à Arnaud Vezin et à Laurence Alain, que je salue. Première question, Renaud? Oui, merci Pascal. Tu l'as cité, sur le plan international, on a été habitué depuis des années à ce que la recherche, la parole scientifique, les preuves scientifiques soient remises en cause et régulièrement balayées de la main par des dictatures, plutôt, on va dire, politiquement. Et là, la surprise ou pas, en tout cas l'actualité de ces derniers temps, c'est l'attitude des États-Unis et du président Trump qui est allé directement en confrontation avec un certain nombre d'unités de recherche et d'organismes, en particulier la NIH. Il y a ajouté aussi une dimension, bien sûr, et ça va ensemble chez lui, on l'a remarqué sur la désinformation, puisqu'il inverse les propos, tout ce qui est scientifique est de la désinformation, je caricature à peine, mais voilà. Qu'est-ce que vous, en tant que chercheur, puisque vous êtes par essence de dimension internationale, j'imagine que vous avez des contacts avec vos homologues américains, etc. Comment vous percevez la situation? Est-ce qu'elle est aussi dramatique ou aussi inquiétante que ce qu'on peut le résumer, nous, en France, à travers les médias? Que vous disent vos collègues? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous disent vos étudiants, messieurs? Peut-être Marc Humbert. Professeur Humbert? Merci beaucoup. Déjà, merci d'avoir fait cette émission sur un sujet essentiel, la recherche, qui nous mobilise tous et qui mobilise les Français. Là, cette question, elle est essentielle. Faire de la recherche, c'est s'attendre à de l'inattendu. Et vraiment, là, on est face à une situation où le président de la plus grande puissance mondiale, non seulement puissance économique, mais en recherche, nous challenge. Et finalement, moi, je considère qu'il y a beaucoup d'opportunités dans cette situation, mais aussi quelques risques. Vu que vous me posez la question directement de mes collègues aux États-Unis, ceux qui travaillent sur les vaccins, ceux qui travaillent sur le genre, ceux qui travaillent sur le climat, c'est la catastrophe.
C'est ciblé en fait. C'est très ciblé. Les autres, ça va, ils ne sont pas pour l'instant... ça dépend lesquels. Ils sont très prudents, les autres. Sur ceux qui travaillent sur les épidémies, le VIH, on nous dit, j'étais avec hier un de vos collègues doyens à Madagascar, il y a de vraies coupures de fonds de développement, notamment américains. Pas que, mais notamment américains. Donc là, si on parle de l'international, c'est vrai que l'investissement à l'étranger des États-Unis, USAID, etc., c'est fini. C'est fini. Donc, Médecins sans frontières, les organismes internationaux, l'OMS n'a plus de fonds américains. Donc ça, il va falloir qu'on réagisse. Donc là, c'est plus du soin et de l'accompagnement des pays en développement, mais c'est un problème majeur. Donc effectivement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un moment clé, c'est une révolution, et nous, chercheurs, on doit s'adapter à cette révolution et en tirer quelques bénéfices, mais c'est sûrement un moment difficile. Les États-Unis sont un pays plastique qui a l'habitude de réagir très vite, beaucoup plus que peut-être en Europe. Est-ce que vous voyez déjà des réactions de la communauté de recherche et peut-être aussi des organismes privés qui prennent le relais, ou est-ce qu'il y a des signes de réaction ou d'adaptation à cette nouvelle politique? Bruno Clément. Oui, professeur Clément. Bon, d'abord, je voulais souligner le point très important que vous avez souligné sur la perte de financement des organismes internationaux. On est probablement face à peut-être un désastre, je dirais, sanitaire, parce que USAID, par exemple, finance énormément de soutien, vaccination, etc., dans tous les pays du monde. Donc cette perte-là est vraiment dramatique. L'autre point que je vois également, c'est qu'il y a quand même des programmes de recherche, notamment cliniques ou internationaux, dans lesquels nous sommes acteurs également, et qui peuvent être impactés. Pour l'instant, dans le domaine de la santé, effectivement, bon, on va voir, on va dire, sur les prochains appels d'offres. Le troisième point que je voyais, c'est la formation des jeunes. La plupart des recrutés à l'INSERM ou au CNRS sont passés par les États-Unis en premier postdoc, deuxième postdoc, troisième postdoc. Donc là, c'est fini. Je vois le ONIH, par exemple, mes collègues me disent ils vivent quand même beaucoup sur les cerveaux internationaux. Il faut voir. La recherche américaine fonctionne sur les cerveaux asiatiques, européens, etc. Moi, ça remonte un peu, mais quand j'étais postdoc à Bethesda, on était 100 dans le labo et il y en avait quand même 80 qui étaient européens ou asiatiques. Donc là, ils ont un grave problème pour eux, mais aussi on doit se remettre en question. On envoyait beaucoup, donc nos jeunes chercheurs se former très bien, faire des carnets d'adresses, des relations, etc. Donc ça, il faut qu'on réagisse. Donc moi, je suis d'accord, c'est une opportunité. L'Europe, une fois de plus, doit se réveiller ou va se réveiller, je ne sais pas. Il faut suivre le rapport Draghi. Il y a beaucoup d'éléments où on doit réagir. Et celui de la formation des postdoctorants, par moi, est critique. Et donc la mobilité doit être absolument accentuée, sans doute plus en intra-Europe. C'est déjà le cas. Il ne faut pas non plus désespérer, on va dire. Mais c'est un point très important. Alors après, la capacité d'adaptation, là aussi, c'est une opportunité. Je crois qu'ils vont sans doute se tourner vers beaucoup plus des financements internationaux, des fondations qui, elles, tiennent le coup encore, qui sont très importantes aux États-Unis, le financement de la recherche par les fondations. Mais si je vous entends bien, le sujet est encore devant nous. Dans notre domaine. Ouais, alors les collègues, comme vous disiez, de l'environnement, etc., c'est là. C'est clair qu'il y a un vrai souci et ça va bloquer beaucoup de développement. Par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas, les bases de données qui sont sous gouvernail américain, la plupart, même dans nos domaines. On dépose tous nos banques de gènes, etc., sur des bases américaines. Eh bien, là, on découvre qu'il y a un pouvoir de nuisance très fort. Oui, et ne plus avoir accès aux bases de données en matière de recherche, c'est un vrai souci. On retrouve la pertinence du débat sur la souveraineté du Health Data Hub, d'ailleurs. Ça nous permet de saisir un petit peu la question. Professeur Cano, pour vous, cette opportunité, est-ce que l'Europe peut devenir le hub qui était de la recherche, qui était les États-Unis jusqu'à peu encore? Alors effectivement, je pense qu'il faut s'en servir comme une opportunité. Pour le moment, moi, les gens avec qui je travaille n'ont pas été directement impactés par ces changements de politique de recherche et de santé aux États-Unis, probablement parce qu'on est sur une thématique très particulière. Ce qui est important d'abord, c'est que le président Trump a coupé ce que l'on appelle les frais administratifs qui entourent en fait la recherche, ce qu'on appelle les overheads en anglais, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous touchez un peu d'argent, quand un chercheur touche un peu d'argent pour effectuer sa recherche, il y a un montant
en général qui est de 6 à 15% supplémentaire en Europe, qui est distribué aux universités pour payer le personnel administratif, les locaux, etc. Et aux États-Unis, on était entre 80 et 100% supplémentaire. Donc quand un chercheur touchait 1 million, il fallait que le NIH débourse 1 million supplémentaire pour financer justement tout l'administratif qui allait autour et les plateformes. Et là, le président Trump a plafonné ça à 25%. Donc finalement, se rapprochant des standards européens, donc on se retrouve presque un peu à jouer à jeu égal avec les États-Unis. L'autre chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fondations, et ce que je vois, moi, nous on travaille beaucoup avec des industriels de la pharmacie. Les industriels de la pharmacie investissent aux États-Unis pour leur recherche en ce moment. Ils ont pris le relais, j'ai l'impression, sur certaines thématiques de recherche, et ils quittent un peu l'Europe pour aller s'installer aux États-Unis et développer cette recherche fondamentale là-bas. Donc oui, il faut qu'on se serve de cette opportunité pour essayer d'attirer des gens. Alors, il y a un peu l'image négative, on a l'impression que les mauvais chercheurs français sont restés en France, que les bons étaient partis à l'étranger, qu'il faut les ramener. C'est un peu dévalorisant, mais effectivement, il y a des gens aux États-Unis qu'on peut essayer de rapatrier. Le tout, c'est de ne pas récupérer les mauvais chercheurs américains. Voilà. Mais pour arriver à rapatrier ces gens-là, il faut arriver à proposer des choses encourageantes, stimulantes. Lorsque j'entendais justement les packages qui étaient proposés, c'est pas du tout suffisant en fait pour pouvoir recruter quelqu'un, une pointure qui va venir ici avec une équipe, avoir de quoi faire tourner un laboratoire avec 15, 20, 30 personnes. Et on parle de plusieurs millions d'euros quasiment par an et non pas de 300 000 euros sur 3 ans. Oui, nous avons quand même pris également, Renaud le précisait, sur la question de la désinformation, que la science était, c'est peut-être à partir de là que l'on va également engager notre débat, la science est fragile. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est très liée d'ailleurs au pouvoir politique, ce que l'on n'imaginait peut-être pas autant. Et puis, évidemment, en plus, avec des politiques de désinformation qui se manifestent très fortement sur ce sujet. Un commentaire, et puis on rentre dans le débat français et européen. Oui, on bascule sur la France après. Mais c'est très important ce qu'on discute là. Et effectivement, la science, c'est pas prévisible. On peut programmer, on peut prévoir, on peut avoir des hypothèses. Mais le but de l'approche scientifique, c'est d'être surpris, d'expliquer les surprises, de s'adapter, d'avancer. Donc, à la limite, la désinformation qu'anime, en particulier le ministre de la Santé, Kennedy, aux États-Unis, elle est toxique. Mais dire que rien n'est sûr et qu'il faut travailler, développer des programmes de recherche, les challenger en permanence, moi, je suis d'accord. Dire que les vaccins peuvent avoir des effets secondaires, ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut justement les comprendre, les améliorer, les prévenir et comprendre ces mécanismes. Donc je pense qu'entre une approche simpliste, on va dire négationniste, de la science et une approche agile et positive de la science, on est dans un débat fondamental. C'est quand même la première fois, en tout cas pour un grand pays, que le pouvoir politique a des positions véritablement... et met sa force, le pouvoir d'État, contre la science en la matière. Il y a eu McCarthy il y a moins de 100 ans. Je n'y étais pas, mais Marc Humbert, vous avez raison de nous le rappeler. Oui, non, je voulais juste mentionner qu'il ne faut pas se croire à l'abri de cela. Je pense qu'en Europe, il y a également des forces obscures qui peuvent dire qu'après tout, le fait scientifique est une opinion. Bon, il faut absolument dire que le fait scientifique n'est pas une opinion, et ça passe par l'éducation critique. Donc l'école, etc. Enfin, on sait à peu près comment il faut faire, mais maintenant, il faut le mettre en œuvre. Est-ce que ça vous oblige aussi, vous, chercheurs, à plus prendre la parole, à faire cet effort de pédagogie, d'explication, de la méthodologie? Oui, il faut descendre de notre tour un petit peu, je suis tout à fait d'accord. Alors, on a un petit souci en biologie santé, c'est que la conjugaison, quand vous regardez les articles, on travaille beaucoup au conditionnel. C'est-à-dire this might suggest, etc. Donc on n'est pas dans la construction d'un TGV. La biologie, c'est beaucoup plus aléatoire. Voilà, on est issu de Claude Bernard. C'est Claude Bernard, on a un fait, on essaye de le détruire pour progresser, etc. Et donc ça, il faut que le public, le grand public, qui est capable de comprendre, apprécie cela, c'est-à-dire fasse confiance aux chercheurs. Donc on verra peut-être d'autres sondages après qui peut-être nous rassurera. Mais on est en biologie santé. Je parle plus ça. On est dans des choses, comme vous disiez, effectivement, les vaccins. Là, il y a des cas, par exemple, sur le chic. Donc voilà, c'est de l'éducation et on a un rôle à jouer, comme vous le dites. Mais parce que je vous pose cette question parce que moi, j'ai été frappé, comme tout le monde, au moment du Covid, et ça fait 5 ans. Et il y a beaucoup de retours d'expérience au bout de 5 ans qui ont été faits cette année. Et sur ce point-là,
comme on a été frappé, c'est pas l'effet Trump, c'est pas le premier. Hein, l'effet Covid, pour moi, a été très frappant sur la parole scientifique. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu ça. Il y a eu une petite émergence de quelque chose, et puis on attend encore cette parole scientifique dans le débat public, quelque chose de construit, de plus pédagogique, d'éducation. Non pas à la santé, mais à la science du public. Oui, enfin, ce que font les contrepoids de la santé, oui, mon cher Renaud. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit seul à ramer. Enfin, donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cette conscience... Guillaume Cano et on passe tout de Oui, suite oui, mais après, juste cette conscience-là de devoir parler plus au grand public. Vous avez raison, il faut qu'on apprenne à parler au grand public. Je pense qu'il y a un problème d'éducation à la science dès le plus jeune âge. En fait, les matières scientifiques de biologie, même de mathématiques ou de physique, ne sont pas forcément bien vues, pas forcément accompagnées jusqu'à un âge plus avancé. Aux États-Unis, justement, ils misent beaucoup sur la science. Ils ont compris que la science permettait de faire la recherche, le développement, ce qu'on n'a pas bien saisi encore en France. Donc il y a un manque d'éducation en France sur la recherche et probablement un manque de dissémination de l'information autour de la recherche de la part des chercheurs et des médecins. Encore que vous êtes un contre-exemple, Guillaume Cano, parce que quand vous avez expliqué ce qu'étaient vos travaux scientifiques, ils ont été très repris par nos excellents confrères de la presse grand public. Et je dirais d'ailleurs, aujourd'hui, lisez Le Parisien, notre excellent confrère du Parisien, et qui parle de Charline. Hein, c'est assez intéressant, qui a fait sa une sur les traitements de Charline. Je suis sûr que ça portera beaucoup. Et Pascal, on a commencé à parler peut-être des manques de la recherche française sur l'expression. Quels sont vos autres points? Et après, on rentrera dans le détail. Oui. Vos points d'alerte aujourd'hui parce qu'on a regardé les États-Unis, on peut se conforter en disant ça va, c'est l'horreur là-bas, vive la recherche en France. Mais bon, on sait très bien que c'est pas la grande joie et la grande opulence de la recherche en France. Quels sont, vous, les points clés qui vous inquiètent, ou en tout cas sur lesquels vous pensez que vraiment la recherche française doit progresser? Oui. Renaud vous invite à faire une synthèse de la synthèse, et après on rentrera dans les détails. Et après on fera le développement avant la conclusion. Si on devait retenir 2 ou 3 choses pour être pédagogique. Marc Humbert d'abord. Bon, là, déjà, premièrement, les chercheurs sont positifs. Hein. Les chercheurs sont dans un mouvement de création de la connaissance. Et encore une fois, l'agilité des chercheurs, elle est extraordinaire. Hein. Ça, c'est une première chose. En recherche en santé, premier problème, c'est le financement. Le financement de la recherche, il n'y a pas de secret. Hein. Sans argent, on ne peut pas faire les grands programmes de recherche. Et j'en dirai que 2, et puis je laisserai mes collègues compléter. Le deuxième enjeu, c'est sûrement la structuration de la recherche. C'est-à-dire qu'en France, on souffre d'un morcellement des chercheurs. Et moi, je suis très heureux dans une grande université avec un grand organisme de recherche, Paris-Saclay, INSERM. Je me sens très protégé par le système, mais d'un autre côté, passer à l'étape supérieure, faire un grand institut, etc., c'est très très difficile, et on est face à un morcellement des interlocuteurs. Et il y a une volonté politique en France de créer une agence de programmation en santé. La vérité, c'est que c'est très important, mais il faut alimenter l'agence. Donc il faut des financements. On reviendra sur ce sujet d'ailleurs, sur la gouvernance et le pilotage. Oui, moi, quelques mots-clés, si vous voulez. Oui. Bon, financement, on va en reparler, je pense. La complexité du système, c'est-à-dire que on a beaucoup travaillé à l'Académie de médecine sur ce point, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer, parce qu'on peut toujours pleurer, mais essayons de proposer des choses. Donc ça, si je pourrais développer quelques points, si vous le souhaitez. Et il y a le problème de l'attractivité. C'est-à-dire qu'on pourra toujours faire les plus belles usines à gaz qu'on sait faire en France. Hein. Si on n'a pas des bons chercheurs, c'est de l'humain la recherche. Hein. C'est quand même des hommes et des femmes qui travaillent. Et donc, il faut une attractivité. Ça passe aussi par les salaires, qui sont quand même misérables par rapport à d'autres pays. Et puis, un environnement. C'est-à-dire que le chercheur, il doit être aimé, parce que c'est un créatif. Et donc, le créatif, il ne faut pas trop le contraindre par l'administration. Donc ça, c'est... Voilà. C'est pas un scientifique froid, c'est quelqu'un qui a des émotions. Et qui a besoin d'être nourri. La recherche, vous avez 95% d'échecs et de temps en temps, ça marche. C'est vrai que c'est important de le rappeler, ça. Cano. Oui, Cano. Mais en fait, tout a été dit. Ce sont exactement les points que j'allais souligner. Le manque d'attractivité, quand on voit les salaires en France versus à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, c'est incomparable. C'est le financement. Et encore qu'il y a des choses très positives, on va en discuter. Tout n'est pas négatif. Il ne faut pas avoir cette vision trop pessimiste de ce qui se passe en France. Mais on a la France et on a l'Europe derrière qui arrive à financer. Et là, vraiment, la troisième chose, je crois que c'est
un peu la désorganisation. Moi, je vous donne juste un exemple. Il paraît que c'est créatif, la désorganisation. Oui, alors, sauf dans l'administration, parce que moi, nous sommes professeurs, je dépends de la PHP, donc Assistance publique hôpitaux de Paris, je dépends de l'Université Paris-Cité, j'ai un laboratoire INSERM et je suis rattaché au CNRS. Alors, quand vous avez de l'argent dans 4 systèmes administratifs, financiers différents, c'est une complexité pas possible. Vous n'êtes pas 4 fois plus riche alors? Absolument pas. C'est divisé par 4 et avec chaque organisme qui a sa spécificité pour utiliser l'argent, pour recruter du monde. Donc en fait, on a cette difficulté d'avoir un seul endroit où on pourra avoir tous nos financements et faire comme aux États-Unis, une université forte par exemple. On va pousser un petit peu maintenant sur ces points. Alors notamment, je reviens sur l'attractivité, notamment donc votre spécialité. À la fois, je pense que nous avons un très bon panel parce que vous êtes un jeune médecin et chercheur. Est-ce que les jeunes comme vous arrivez à les attirer? Est-ce que, dans le fond, ils sont enthousiastes, fascinés ou déçus? Je trouve que l'Académie de médecine, qui est quand même le grand sage de notre institution, est-ce qu'elle analyse ça, la différence entre les chercheurs d'avant et puis les jeunes maintenant, et puis évidemment l'enseignant que vous êtes, enfin en tout cas le responsable des doyens de médecine? On a toujours un peu l'impression, écoutez, en vous suivant, que vous parlez beaucoup d'enseignement, mais peut-être pas assez souvent de recherche. Est-ce que c'est... Et je crois qu'il faut bien redéfinir ce qu'est un médecin, c'est-à-dire également, et j'ai quelques chiffres d'ailleurs peut-être un peu inquiétants en la matière, il est à la fois évidemment un soignant, mais de proximité, mais il est aussi un chercheur. Enfin, c'est fondamental. Alors peut-être d'abord Guillaume Canot. Alors, moi je suis assez optimiste. Donc, c'est le propre peut-être des chercheurs. Mais encore une fois, tout n'est pas... Parce que tout vous réussit, peut-être. Non, on a nous aussi 95% d'échecs, et ce qui est visible, ce sont les 5% que l'on met en avant. Mais je vois en fait 2 types de profils au quotidien. Il y a effectivement une partie des étudiants en médecine ou des chercheurs qui ont envie d'être salariés, qui ont envie d'avoir une vie, mais c'est la nouvelle génération, plus simple, moins difficile, on va dire, financièrement, sans stress, etc. Ça, c'est vraiment une évolution de société que l'on voit. Mais à côté de ça, je vois des jeunes très brillants, motivés, ceux que je vois à l'hôpital avec moi, ceux que je vois au laboratoire, et qui ont envie de faire avancer, qui ont envie de continuer, d'essayer de trouver des choses pour les malades, que ce soit des moyens pour faire des diagnostics, d'arriver à trouver des cibles thérapeutiques, des biomarqueurs. Non, il y a donc encore des gens motivés et qui ne sont pas attirés par le salaire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le salaire qui vous motive pour rester dans le domaine académique. Oui, Guillaume, un mot, Guillaume Canot, un mot sur votre recherche. On demandera aux autres la même chose, mais qui est évidemment assez impressionnante. Pour être pédagogique, on a 2 minutes, mais enfin, expliquez quand même ce que vous faites pour incarner notre recherche. Alors, impressionnante. En fait, on a su saisir une opportunité. Et je pense que c'est ça, enfin, c'est ce qui fait l'essence même du chercheur, c'est-à-dire qu'on a été attiré par un diagnostic chez un malade qui n'avait pas d'opportunité de thérapie. Quel est le malade? Ce malade avait ce que l'on appelle ce syndrome de Clove, c'est-à-dire une anomalie génétique localisée qui donne des malformations et des déformations. Et ce jeune garçon était condamné puisqu'il n'avait pas de traitement. La maladie progressait vite. Il avait 25 ou 26 ans quand on l'a vu. Et on a identifié, pour faire simple, un traitement qui est en cours de développement autre part, dans le cancer du sein, et on l'a repositionné dans cette maladie. Il y avait tout, bien sûr, un bagage scientifique pour supporter l'utilisation de ce traitement dans cette maladie, avec un effet remarquable. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a ensuite développé des modèles précliniques pour comprendre comment cela marchait. On a traité d'autres patients, fait des essais cliniques et poussé jusqu'à une mise sur le marché aux États-Unis de ce médicament maintenant, et on l'espère en Europe prochainement. Mais ça, le médicament n'est pas en Europe? Il n'est pas encore autorisé en Europe. Il est autorisé aux États-unis, il est autorisé dans d'autres pays, notamment les pays du Golfe, mais il n'est pas encore autorisé en Europe. Vous avez reçu il y a 2 ans, je croyais que c'était fait. Ah ouais, mais c'est pas autorisé dans cette indication. Il n'est pas autorisé dans cette indication, il est autorisé dans le cancer du sein, voilà, effectivement. Mais cela étant, les malades dont vous nous aviez parlé, que tout le monde a lu dans France Inter, écoutez, enfin, vous avez fait à un moment... Parce que vous n'aimez pas employer le terme, je crois, de la maladie que les gens connaissent. Je ne sais pas si vous n'aimez pas le faire. Non, alors il ne faut pas le faire parce qu'en fait, on ne donne plus de noms d'animaux maintenant aux maladies. D'accord. Bec de lièvre, éléphant de main, tout ça sont des termes donc il ne faut pas le faire. Complètement. Mais enfin, il était venu vous voir, ce jeune garçon, parce qu'en fait, il avait un problème rénal, parce que vous êtes néphrologue. Exactement. À l'origine, c'était ça. Donc, je suis néphrologue spécialisé en maladies du rein, et il était venu puisqu'il avait un problème de rein associé à ce syndrome malformatif. Mais donc, c'est ça la recherche, c'est la curiosité, c'est-à-dire à arriver en partant même d'une pathologie qu'on connaît pas foncièrement au départ, à creuser, à essayer d'identifier comment on peut améliorer notre prochain. Mais le malade avait eu quand même le traitement pour des raisons... Expliquez-nous. Exactement. Donc ce traitement qui était en cours de développement, donc ils étaient en fin de phase 1 d'essai clinique, c'est-à-dire très tôt en termes de développement dans le cancer du sein. Phase 1, c'est on donne ce traitement
pour tester la dose maximale tolérée et les effets secondaires qui y sont associés, ce n'est pas du tout pour l'efficacité. Et donc cette molécule est en cours de développement dans le cancer du sein. On a demandé au laboratoire et à l'Agence du médicament française, la NSM, si on pouvait l'utiliser chez ce jeune garçon qui était malheureusement sans espoir thérapeutique. On a eu les 2 autorisations. Donc le laboratoire propriétaire de la molécule, le laboratoire pharmaceutique, a joué un rôle clé parce qu'ils ont pris un risque considérable de nous mettre cette molécule à disposition qui était en cours de développement. On ne peut pas donner le nom du médicament et du si labo. Vous voulez, enfin, ici, on n'a aucune. Donc c'est Novartis qui a joué un rôle clé puisqu'ils ont mis à disposition cette molécule. Ils ne nous soutiennent pas, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais donc ce laboratoire a pris un risque phénoménal, c'est-à-dire de mettre une molécule à disposition dans une nouvelle indication chez un malade qui était potentiellement à risque de décéder, alors que le marché du cancer du sein représente plusieurs milliards de dollars. Et ils ont accepté, puisqu'ils ont été sensibles à cette histoire, sensibles à la sévérité du cas de ce malade, et au rationnel intellectuel sous-jacent de se dire que ça allait fonctionner potentiellement. Je ne vous demande pas si le malade va mieux, mais je vous demande, enfin vous direz ce que vous voulez, mais je vous demande, c'est quand même très rassurant, votre traitement. Alors on a maintenant 9 ans et demi de recul, puisqu'il a commencé en janvier 2016, donc c'est le patient qui reçoit ce traitement depuis le plus longtemps. On a un peu plus de 300 patients traités en France. Il y a plusieurs milliers de patients traités aux États-Unis. Donc il commence à y avoir des données maintenant assez importantes de cohorte pour montrer que ce traitement est plutôt globalement bien toléré et qu'il continue de fonctionner et d'améliorer les patients, même à plus long terme. Alors après, ce sont certainement des traitements à vie. Et ce patient-là et cette recherche-là nous a permis d'ouvrir en fait d'autres champs d'investigation, puisqu'après, on a eu beaucoup d'autres patients qui sont venus nous voir avec d'autres maladies déformantes, où on a identifié d'autres gènes sous-jacents responsables de déformation, et du coup de faire comme ça, de se servir de ce qui était en cours de développement ailleurs dans d'autres indications pour repositionner les traitements. Et on a pas mal de choses qui marchent pas mal. Pour s'appuyer sur votre exemple, messieurs, est-ce que, pareil, cette recherche, vous êtes parti d'un domaine qui était le vôtre, et le hasard a fait que vous avez été entraîné sur un autre domaine, donc pas du tout ce qui était votre projet initial, si je comprends bien. Est-ce que ça arrive souvent, ça aussi, dans vos recherches respectives? C'est que ça, c'est un concept qui s'appelle la sérépendidité, c'est-à-dire que c'est l'intelligence qu'on peut avoir face à quelque chose d'observé qui n'était pas attendu. Oui, parlez-nous de votre... C'est là où vous êtes créatif, en fait. C'est là où on fait la différence avec l'intelligence artificielle. C'est ce que j'essaye de dire aux étudiants en médecine, aux chercheurs, en fait. Parce que notre question était là, sur l'attractivité. Voilà. C'est quand même excitant, tout ça. Moi, ce qui m'a sidéré au cours de ces 20 dernières années, c'est l'évolution des étudiants en médecine. C'est-à-dire qu'on passait je sais pas, moi j'ai appris la médecine il y a 25 ans maintenant, on examinait les malades, puis finalement on examinait de moins en moins, puis on a prescrit des IRM, des scanners, on se basait sur ce qui était sur l'IRM, le scanner et autres, et puis après on arrivait à une conclusion. En fait, quand on examine les malades, quand on les suit, quand on les interroge, on apprend plein de choses. Et c'est ce que je leur dis en fait aux étudiants. Venez voir, quand on traite un malade, on se dit pas ça y est, il est guéri. Non, au contraire, on apprend des effets secondaires. Et grâce à des effets indirects, on a identifié que cette molécule pouvait être bénéfique dans d'autres indications. Donc en fait, il faut être curieux, il faut avoir un esprit ouvert, et c'est ce que je leur dis, venez voir les malades, venez discuter avec eux. Il ne faut pas rester devant un ordinateur à taper des comptes rendus toute la journée. Oui, Bruno Clément, commentaire. Et dites-nous un peu également, au travers d'ailleurs des questions générales que l'on vous pose, mais au travers de votre propre expérience de recherche. Alors, moi, mon expérience, on va dire des jeunes, hein, c'est ça le mot, enfin des moins vieux, on va dire. Je suis d'accord, il y a des gens très brillants qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas l'argent, etc. Et ce sont des moteurs formidables pour une équipe. Hein. Vous en avez quelques-uns et ça tire les équipes. Là où je suis un petit peu, je dirais, un peu triste, on va dire, c'est le désengagement des cliniciens dans les laboratoires de recherche fondamentaux et translationnels. Alors, je vais parler un peu comme un vieux, mais quand j'ai fait mon DEA à l'époque, hein, c'est le Master 2, on voyait les cliniciens pratiquement tous les après-midi qui passaient au labo. Maintenant, quand j'arrive à organiser une réunion le vendredi à 18h, je suis très content. Et pourquoi ça? C'est pas parce que ça les intéresse pas. C'est parce qu'en fait, ils sont tellement surchargés par la prise en charge des patients, par l'administratif, etc. C'est que, eh bien, il y a un peu... Puis la coupure se crée. Les jeunes internes, alors bon, il faut qu'ils fassent un master. Alors, ils viennent quand même, mais après, ils disparaissent. Là où on crée du lien au long cours, en fait, on commence à le perdre. Et ça, on ne peut pas faire de la recherche à l'INSERM s'il n'y a pas de médecin. En deux mots, parce qu'on a vraiment peu de temps, vos travaux de recherche, vous, et qu'est-ce que vous notez, vos manques, les forces, faiblesses, difficultés? Voilà, je vais être court. Hein. Donc, en fait, dans notre institut, puisqu'on réunit des équipes INRAE, enfin INSERM d'abord, INRAE, CNRS, etc., d'où la complexité administrative, on peut y revenir, c'est
les maladies chroniques du foie, en fait, jusqu'au cancer. Et donc, on s'est réunis il y a une dizaine d'années avec l'INRAE parce que les facteurs de risque des maladies chroniques et du cancer du foie changent énormément. C'est-à-dire l'hépatite C, et, enfin, tout ce qui était viral, on va dire, était en chute, heureusement. Enfin, pas partout dans le monde, malheureusement. Et on allait plus sur les maladies métaboliques. Donc, on est allé du côté un peu nutrition dans une idée de prévention. Alors là, le financement de la prévention en France, il y a un petit problème. Donc, il a fallu convaincre quand même nos institutions que finalement, l'aspect nutrition avait un impact sur les maladies chroniques du foie et puis les maladies en général. Donc ça a bien marché. Et puis on s'oriente de plus en plus sur ces relations nutrition, métabolisme et cancer. Donc, c'est le titre de notre institut. Donc, voilà. Donc, on a besoin... Donc, c'est totalement pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si on ne vise pas la pluridisciplinarité, ça ne peut pas marcher. Il faut des gens de la nutrition, il faut des gens de métabolisme, des oncologues, etc. Et c'est ça qu'on essaye de faire, mais avec les difficultés que je viens de souligner. On interroge donc rapidement également Marc Imbert. Vous êtes un spécialiste de cette hypertension artérielle pulmonaire, mais vous êtes aussi le doyen, vice-président de la conférence des doyens, le doyen de Paris-Saclay, ce qui n'est pas rien. Alors voilà, deux ou trois, au travers de vos expériences, incarnez les difficultés, les forces, les faiblesses, les espoirs, les désespoirs, tout ce que vous voulez. Merci. Non, quand j'entends Guillaume et Bruno, voilà, moi ça m'inspire. On est vraiment des personnes très engagées. Donc, 2-3 points. Le premier point, moi, je suis un spécialiste de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une forme rare d'hypertension pulmonaire. Et en fait, le problème de l'hypertension pulmonaire, c'est que ce n'est pas comme l'hypertension systémique. Ça se passe au niveau des vaisseaux pulmonaires. Ça ne se mesure pas comme ça. Et les patients ont une très, très longue errance thérapeutique qui ressemble aux patients souffrant de syndrome de Cloves. Et ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Et en 30 ans, j'ai vu apparaître 14 innovations thérapeutiques, avec la dernière qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, avec une amélioration des perspectives de survie chez des malades touchés par une maladie mortelle. Donnez-nous ce médicament-là joue sur un mécanisme. Dites-nous lequel est-ce. Voilà, c'est le sotatercept des laboratoires MSD, mais au départ développé par une start-up. Et moi, quand j'étais à Boston en 2019, un jour avant l'arrêt des frontières à cause du Covid, on était en train de lire les premiers résultats des études cliniques sur ce produit. Et donc, j'étais allé là-bas et j'ai dû rentrer en catastrophe pour m'occuper du Covid. Je vous invite à lire l'article de notre excellent confrère du quotidien du médecin qui a repris il y a quelques jours. Là. Merci. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, comme l'a dit Bruno, c'est l'interdisciplinarité. Et moi, je suis à Saclay, c'est une chance parce qu'on a les ingénieurs, on a les mathématiciens, etc. Et moi, j'ai des chirurgiens qui font de la recherche. Et l'innovation chirurgicale, grâce à la technologie et à l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire. C'est la même qualité d'innovation que l'innovation médicamenteuse. Et là, actuellement, chez nous, un patient qui souffre d'une forme très rare d'hypertension pulmonaire liée à des conséquences de l'embolie pulmonaire n'a aucune raison de mourir de cette maladie. C'est-à-dire que quand un patient souffrant d'une maladie qui, quand j'étais interne, avait une espérance de vie de moins de 3 ans, maintenant, quand quelqu'un meurt de cette maladie, on fait une réunion de morbimortalité pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça arrive très, très rarement. Et en général, on meurt d'autre chose, ce qui est quand même extraordinaire. Puis la dernière chose comme doyen, alors moi, je suis vice-président de la conférence des doyens, mais je suis vraiment là pour la recherche. C'est-à-dire quand Isabelle Lafont, notre présidente, extrêmement ouverte et engagée sur les domaines de la santé, formation, recherche, nous sommes complémentaires, nous avons une relation très fluide. Et quand je vais au ministère, quand je vais avec mes collègues, à chaque fois, la grande question, c'est comment améliorer l'attractivité hospitalo-universitaire par la formation et la recherche, et ce n'est pas différent. J'ai lu un rapport qui est quand même récent. Alors, on va parler de 2 rapports. Renaud va commencer par l'un, je ferai le suivant. Mais en fait, on voit que les médecins, c'est exactement ce que disait Bruno Clément, sont moins engagés dans la recherche. Moi, je trouve ça inquiétant parce que, en fait, on leur dit les nouvelles PPL, Garot, M. Neuder, etc., qu'il faut absolument qu'ils aillent dans les territoires. Très bien, bien sûr, tout le monde est d'accord. Cela étant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fondements de la médecine qui sont liés à l'innovation et à la recherche. Je peux commencer, puis ça va être enrichi, mais clairement, les territoires, c'est une priorité nationale. Donc, on est tous les 3 d'accord qu'il faut envoyer des médecins dans les territoires. Mais ils ne vont pas dans les territoires pour faire de la médecine low cost. Ils sont dans les territoires pour faire une médecine engagée, liée à l'université, liée aux agences régionales de santé. Et il y a une recherche extraordinaire faite dans les territoires. Et je pense qu'il faut donner du sens aux territoires.
On ne dit pas désert médical, on dit zone sous-dense. Et on ne dit pas isolement désert, mais on dit lien avec l'université. Donc, et lien avec les autres organismes de santé et de recherche. Donc moi, je suis dans une activité très, très proactive, avec la volonté de solutionner le problème des territoires, mais pas avec des solutions exclusivement financières ou autres. Il faut donner du sens à notre métier, et les médecins ne sont pas médecins par hasard. Et chez moi, les PH sont toujours candidats, praticiens hospitaliers sont toujours candidats aux appels d'offres recherche. Les PH de mon service public dans le Lancet, dans le New England, en premier auteur. Les PH font des mi-temps de recherche dans mon laboratoire. Et mon laboratoire est toujours implanté, j'ai 2 sites, toujours implantés au cœur d'un hôpital universitaire. J'ai une équipe au cœur du campus de Bicêtre, dans un bâtiment recherche tout neuf extraordinaire. Et j'ai une autre équipe à Marignane-Longue, dans un hôpital qui est un ESPIC, dans lequel il y a de la recherche chirurgicale. Et les médecins sont là à 23 h. Des fois, je n'encourage pas à travailler à 23 h, hein, mais s'ils souhaitent y être, c'est possible. Voilà. 2 rapports qui ont marqué oui. notre analyse. Alors, tu commences par Oui, le premier. le premier rapport date d'il y a 1 an, c'est le rapport à Armenteras et Tunon de Lara. Il dresse le même constat que exactement ce que vous venez de faire. Peut-être, du coup, moi je vais concentrer ma question sur la gouvernance de la recherche. Une des premières lignes de la synthèse de ce rapport, c'est de dire, voilà, il faut casser les silos. Et j'imagine qu'avec les silos, à chaque fois, il y a sa gouvernance. Où en est-on ? On a parlé de l'INSERM qui devait prendre le lead, y compris sur le plan financier. Qu'est-ce que vous avez vu bouger ou pas depuis 1 an ? Est-ce qu'il y a un début de solution ? Est-ce que ça vous semble la bonne direction par rapport à ce rapport qui voulait vraiment impulser en fait une politique de recherche nationale un peu plus cohérente, un peu plus construite et unie. Vous avez parfaitement décrit le millefeuille de vos dépendances financières et administratives. Ça bouge ça ou pas du tout ? Peut-être. Commencez, puisque vous avez déjà évoqué le sujet. C'est une question piège, ça, mais comme je vous disais, c'est un véritable millefeuille. On a vraiment de l'administration partout. On a tous vu ce rapport. Depuis 1 an, les choses ont peu évolué, globalement. L'INSERM se restructure en agence avec l'agence de programmation en santé. Elle finance maintenant des programmes de recherche très particuliers. Il y a 4-5 grandes priorités qui ont été définies. Mais il n'empêche qu'on a toujours en fait tous les interlocuteurs qui sont les mêmes et de l'argent que l'on peut mettre quand on obtient des financements à différents endroits, avec des overheads qui sont différents d'une communauté à l'autre, des facilités pour passer des commandes différentes d'un institut à l'autre, des rapports financiers qui sont différents en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc non, je ne peux pas dire très honnêtement, ça fait maintenant 7 ans que j'ai un laboratoire qui est totalement indépendant, je n'ai pas vu de changement. En fait, c'est probablement pire. Pour vous donner un exemple, j'étais obligé de recruter en fait une comptable qui gère les différents financements que j'ai, et j'ai pu la prendre en CDI, et c'est elle qui passe toutes nos commandes, mais en même temps s'occupe des différents salaires, des recrutements des uns et des autres. Donc j'ai quelqu'un à temps plein que je suis obligé de payer. Alors c'est très bien. C'est elle qui fonde les silos, en fait. C'est la personne clé. Le jour où elle n'est plus là, on s'effondre. Professeur Clément, c'est la même chose ? Vous dites même, j'ai entendu, c'est pire. Oui, parce que depuis des années, on empile des structures. Et donc, on empile des gouvernances. Vous prenez n'importe quel, les IHU, tous les systèmes qui ont parfois du bon et tout. Il ne faut pas critiquer non plus les idées, mais cet empilement administratif, cette complexité réglementaire qui est colossale. Il faut voir maintenant ce qu'on nous demande dans les labos. On ne peut même plus tenir une souris par la queue. Je veux dire, ça devient un problème. Donc, on a tout cet empilement, sans doute pour de bonnes raisons, mais pas pour de bonnes raisons pour la recherche. En fait, quand vous voyez, par exemple, en 2008, donc c'est le début des PIA, des programmes d'investissement à venir, suite au rapport Juppé et Rocard, où il y avait vraiment de bonnes choses. Par exemple, l'idée de faire de l'interministériel. Donc, ça répondait à la question de l'interdisciplinarité. Mais là-dessus, on a rajouté encore des systèmes administratifs, au lieu de les simplifier. Alors nous, à l'Académie, on a des propositions, Académie de médecine, on a des propositions de reprendre vraiment les choses à zéro. C'est-à-dire de dire, voilà, qui fait de la recherche ? Ce sont les chercheurs. Qu'est-ce qu'il y a autour des chercheurs ? Les universités. Donc, on met les équipes dans les universités et les EPSC, on va dire les organismes nationaux de recherche, doivent devenir finalement des agences et ne doivent peut-être pas gérer l'opérationnel in situ.
Alors qu'actuellement, on a une mixité, voilà, on a des unités mixtes de recherche dans lesquelles vous avez l'université, l'INSERM, le CNRS, etc., avec des gouvernances qui s'entrechoquent. Et je ne parle pas de la valorisation, parce que lorsque vous allez voir un industriel et que vous leur dites que vous travaillez avec 5 institutions, il pas de la tangente, enfin, sauf si vraiment vous êtes géniaux, hein, mais ça peut marcher. Il faut que ça soit aussi, une pépite. Et il y a beaucoup d'efforts pour ça, mais ça ne peut pas marcher. Même si les gens sont de bonne volonté, il y a des choses incompressibles. Hein, c'est le temps pour gérer, le temps pour amener les dossiers, etc. Oui, malheureusement, le temps est court pour nous. Alors, peut-être simplement répondre à ça, Marc Imbert, et nous dire, il y a 2 sujets que l'on voit bien poindre. C'est la remise en cause du travail de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et redonner à l'INSERM également peut-être ce que dit Bruno Clément, enfin décrypter, parce que c'est peut-être les moyens de financement, mais pas d'être opérateur. Enfin, dites-nous où on en est dans les débats politiques sur ce sujet. Et après, on parle de notre rapport, celui de Fischer, et on écoute notre collègue via Voice. Oui, si on veut faire de la politique, hein, il y a beaucoup de rapports, et moi j'ai beaucoup de plaisir à être interrogé par ces personnes qui ont beaucoup de bon sens. Hein. Moi, j'ai été interrogé plusieurs fois par Manuel Thuon de Lara, Madame de Saxé, etc. Ils ont demandé à me revoir, etc. Parce que je pense qu'on a eu des échanges constructifs. Ensuite, un rapport, c'est juste des indications. Ensuite, il faut les implémenter, les mettre en œuvre. Et il faut du courage. Et il faut un tout petit peu d'argent. Donc, moi, ce que je dirais, c'est un pouvoir politique stable. Voilà, je dirais qu'en ce moment, on est dans une période difficile. Hein, donc, comme dirait Churchill, hein, dans les périodes difficiles, c'est là où les gens se révèlent. Si on considère que les dépenses de santé sont trop importantes, ben voilà, on l'entendra. Mais moi, je pense que la santé est une priorité nationale. Et ensuite, on verra la défense. Hein. On est tous d'accord que si on a une guerre en Europe, il faut être prêt. Mais clairement, ces rapports sont de grande qualité. Le rapport Fischer, le rapport Thuon de Saxé, il y a des choses de bon sens dans ces rapports. Et je crois qu'il faut prendre des décisions courageuses. Alors, ANR, INSERM, vite, 2 mots. Et puis surtout, comme vous êtes quand même doyen donc universitaire, si on fait, comme dit monsieur Bruno Clément, si on change les centres de recherche dans les universités, ça va évidemment influencer, je dis impacter, j'aime pas le terme, mais enfin, votre travail universitaire, enfin, des facs. C'est une très bonne question, mais je ne suis pas Robespierre, je ne suis pas là pour couper des têtes. Hein. Je pense qu'il y a l'ANR, il y a l'HCERS, on ne l'a pas dit, mais il y a eu des grands débats sur l'HCERS. Mais il faut qu'on soit évalué, il faut qu'on soit financé. Donc, soit on met tout dans les universités avec les organismes nationaux de recherche, et je suis très content, soit on maintient comme c'est actuellement, mais on met de l'huile dans les rouages et on simplifie. Moi, au niveau de mon laboratoire, juste une chose, moi je suis comme Guillaume et comme Bruno, j'ai l'APHP qui m'aide beaucoup, j'ai un autre hôpital qui est Marine-Lannelongue, j'ai l'INSERM, j'ai l'Université Paris-Saclay. Mais par contre, moi, comme directeur d'unité de recherche, j'ai demandé à avoir un mandataire unique. Donc tous mes projets, tout passe par un mandataire unique. Et bien que je sois doyen de Paris-Saclay, mon mandataire unique, c'est l'INSERM. Mais ça simplifie. J'ai un seul interlocuteur et l'interlocuteur se débrouille avec les autres tutelles. Je ne reprends pas tout le rapport Fischer, parce qu'on avait d'ailleurs reçu M. Fischer ici, on en remercie. Mais enfin, il disait, sur les publications scientifiques, par exemple, notre place mondiale a reculé du 6e au 9e rang depuis 2005. En revanche, on nous dit, on voit que peut-être sur la recherche clinique, bien que les industriels disent que l'on recule, en réalité, on a rattrapé des places. Enfin, donnez-nous une vue un petit peu synthétique sur ce qui est le déclin, supposé déclin de notre pays en Europe. Notamment, on nous dit que la Corée et l'Italie sont passés devant nous. Oui. Et bientôt l'Espagne. Faites-nous une synthèse rapide. Là, monsieur. Bon, c'est pas très compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. En R&D, en France, on est à 2,2% du PIB, en gros. Et l'effort public, enfin, donc nous, c'est 0,72%. L'Allemagne, par comparaison, c'est 3, donc en R&D complète, y compris les entreprises, ils sont à 3,2, 3,3, donc ils sont au-delà des engagements de Lisbonne, puisqu'il y a un engagement qui a été signé à l'Europe. Et nous, voilà, on est dans je dirais, l'implication notamment des entreprises est trop faible en R&D. C'est clair que c'est par là que l'on pêche. Et donc, quand on parle de valorisation, on n'a pas les entreprises pour prendre le relais. On a des systèmes de soutien à l'amorçage, par exemple, qui sont excellents. Et puis après, tout tombe, peut tomber dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement
financiers industriels qui prennent le relais. Alors pour les places, après, donc l'indicateur qui vaut ce qu'il vaut, qui est assez grossier en nombre de publications, eh bien, en nombre de publications global sur l'ensemble de la recherche, on est passé de la 3e place, qui était quand même pas, il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, à la 7e, 8e place. Et dans le domaine de la santé, on est passé de la 5e à la 10e. Et quand on regarde la recherche clinique, effectivement, c'est ce que je disais, eh bien, l'Italie est passée devant et l'Espagne nous talonne et va passer devant. Alors, il faut mettre en perspective ce rang par rapport à l'immense poussée de la Chine, qui a croisé la courbe, a doublé les États-Unis, la poussée de l'Inde également, qui est assez considérable dans le domaine de la recherche clinique. Bon, il y a beaucoup de facteurs, mais on va dire que si on rapporte au PIB, par exemple, on n'est pas très bon, il faut dire. C'est-à-dire qu'on a effectivement des chercheurs valeureux, par exemple dans ce qu'on appelle les papiers hautement cités, c'est-à-dire c'est les papiers qui sont dans les grandes revues. On tient la route encore en oncologie, en immunologie, etc. Mais il y a certains domaines qui s'effondrent, en fait, faute aussi de personnes, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'humain. Donc, si on ne recrute plus dans certaines disciplines, eh bien, on a moins de recherche. Donc, voilà, je pense que quand on regarde également le budget de l'État, eh bien, si on prend en euros constants, parce que c'est toujours des choses intéressantes à voir. On a une chute d'environ 30% en une quinzaine d'années de ce qu'on appelle la MIRES. La MIRES, c'est la mission recherche et enseignement supérieur. Et puis du côté, alors vous savez, en France, on est très compliqué, on est un peu des Gaulois. Donc il y a un financement du côté du ministère de la Recherche, vous avez un financement du côté du ministère de la Santé. Alors c'est les fameux, je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, des mairies. Donc on va essayer, mais on n'est pas sûr qu'on ait le temps. Ouais, les mairies, c'est une histoire. Le mairie, c'est l'Amérique. C'est un peu particulier, puisque c'est des compensations à la recherche, ce n'est pas de l'argent frais. Le seul argent frais, ce sont ce qu'on appelle les PHRC, les programmes hospitaliers de recherche clinique. Bon, c'est 150 millions d'euros, c'est tout, et il n'y a que 40% de consommés. Donc, voilà, on a des financements qui sont un peu dans plusieurs tiroirs et un manque de coordination. Le reste, dit-on, servant à boucher les trous de la gestion hospitalière. Oui. Enfin, on fait court. Mais et malgré ce tableau qui est, bon, on va dire pas très réjouissant, pourtant, vous avez encore la confiance des Français, il semblerait. Adrien Broche, donc, via Voice, vous avez réussi à glisser quelques questions spécifiques pour l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui ressort un peu de la vision des Français de notre recherche médicale ? Merci Renaud, merci Pascal. Donc, quelques éléments d'opinion, effectivement, à la fois sur la base d'une étude via Voice pour les contrepoints de la santé, et puis d'une étude que via Voice a réalisée pour le fonds de recherche MSD Avenir il y a quelques mois. Effectivement, des taux de confiance qui sont très élevés. Aujourd'hui, on a 70% des Français qui déclarent avoir un niveau de confiance élevé dans la recherche médicale. Évidemment, c'est plus haut chez les CSP+, et chez les segments de la population les plus âgés, les 65 ans et plus. Ces taux de confiance, ils varient un petit peu selon les niveaux. Effectivement, on a une confiance qui est forte là où, sur des enjeux d'efficacité concrète, pour trouver des résultats, une confiance qui est un petit peu en recul en revanche sur des enjeux comme la neutralité, l'indépendance de la recherche. Mais on va les voir, c'est des enjeux qui sont secondaires aux yeux des Français. On a un sentiment d'information pour autant et de rapport à la connaissance qui est assez faible. C'est une particularité. En général, nous, dans les études d'opinion, il y a un lien très fort entre la confiance et l'information. Ici, sur la recherche, ce lien est défait, c'est-à-dire les Français ont confiance alors même qu'ils se disent mal informés à hauteur de 70%. 7 Français sur 10 ont confiance, 7 Français sur 10 pour autant se disent mal informés. Donc c'est une espèce de spécificité à cet enjeu de la recherche, où effectivement la confiance est accordée, on va le voir, sur des critères de légitimité, de crédibilité, de sachant, de la recherche, en dehors même de la capacité des Français à être imprégnés eux-mêmes de cette information. L'optimiste, il continue globalement sur la capacité à trouver des nouveaux diagnostics. C'est là aussi quasiment 8 Français sur 10 qui sont optimistes, même pour la prévention, 73% des Français. C'est des taux d'optimisme qui sont rares dans l'opinion, évidemment, en France. Et puis 72% aussi des Français
pense que ces avancées vont améliorer la vie collective. Donc là aussi, même s'il peut y avoir quelques doutes sur l'indépendance, la neutralité, globalement, la capacité à favoriser l'intérêt général, elle est bien partagée dans l'opinion. Pourquoi est-ce que justement ce lien entre la confiance et l'information, il est un petit peu défait? Pourquoi est-ce qu'on tolère avoir confiance en une information dans laquelle on n'est pas forcément proche? Parce que justement, c'est le statut de l'émetteur qui compte d'abord. 54% aujourd'hui des Français nous disent c'est d'abord le fait qu'il soit tenu par un médecin ou un chercheur, ce discours scientifique qui compte. Si ce chercheur, cet émetteur, il est aussi impliqué dans des découvertes qui soient notables. Bien avant le fait de croire en un propos sans même tenir compte de la nature de l'émetteur. Ça, c'est 9% de la population française qui vont adhérer à un propos, donc qu'il soit vrai ou faux, peu importe qui le tient, c'est résiduel aujourd'hui dans l'opinion. Peut-être un dernier point sur la position perçue de la France dans la recherche mondiale. Alors là, il y a un certain désenchantement qui s'installe quand même, qui n'est pas étonnant. Pour 51% des Français, ça vient d'abord des États-Unis, les grandes avancées dans la recherche médicale. 24% nous répondent en France. C'est quand même le deuxième pays, quand on en a listé une dizaine, qui ressort. La majorité aujourd'hui des Français, 6 Français sur 10, considèrent que la France est un bon pays de recherche, mais pas dans le top 3. Il y a une espèce de ventre mou. On sait qu'on a une recherche qui est efficace, qu'on est encore un grand pays là-dedans, mais on n'est pas au sommet mondial. Et puis enfin, sur l'évolution ces 10 dernières années, on a un tiers des Français qui considèrent qu'on a progressé sur la recherche médicale et un gros tiers aussi, un petit peu plus important encore, qui considère qu'on a stagné. Voilà sur ces différents enjeux qui mêlent à la fois une articulation entre la science, l'information et puis les politiques publiques. Belle étude. Un commentaire l'un ou l'autre, et puis encore quelques questions avant la fin de notre émission. Déjà, je vous félicite. C'est très intéressant pour nous, puis ça nous permet un peu de réfléchir. Déjà, la confiance de nos concitoyens, on y est très sensible. On est comme eux. Moi, j'ai confiance dans mes collègues qui sont autour de la table aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens très engagés en France. Et moi, j'aime bien la souveraineté, mais je ne suis pas patriote au sens classique du terme. Il y a la recherche européenne. Et puis finalement, si une grande découverte vient de Chine, d'Inde ou des États-Unis, on la prend. Et on l'applique, et on a beaucoup de talent en France. Et on est capable, on va dire parfois, d'améliorer certaines approches qui ont été développées ailleurs. On a peu parlé de la recherche privée industrielle, mais enfin peut-être un mot l'un et l'autre également. La recherche industrielle. Oui, enfin, et un commentaire si vous voulez sur la. C'est formidable. Moi, je suis très heureux de connaître ce sondage. Ça remonte le moral quelque part. Et vous avez un beau socle là. Exactement. Voilà. Et j'aimerais bien que les politiques, au sens large. Venez plus souvent au contrepoint. Venez plus souvent au contrepoint. On vous remonte les morales. Je suis très heureux. Merci. Nous sommes là pour je vais repartir avec l'enthousiasme nécessaire. Dites-le aux académiciens que c'est voilà. bien. Non, mais c'est très encourageant. C'est fragile. Je ne sais pas si vous avez mesuré la fragilité de ces propos. Je pense qu'il faut qu'on reste sérieux, nous, les chercheurs, et puis les vecteurs d'information. Je pense que le vecteur d'information, la rigueur doit perdurer. Ça, c'est très important pour faire face à ce que je disais un peu tout à l'heure. Le fait scientifique n'est pas une opinion, je répète. Donc, et puis, le côté éducation. Donc, moi, je suis vraiment très heureux de voir ça. Et c'est vrai que quand on va dans les écoles et tout, on est super bien reçus. Les chercheurs sont superbement bien reçus par les enfants, etc. Donc, voilà. Oui. Donc, je pense que les politiques devraient comprendre qu'on est bien vu. Oui. D'aller voir les enfants. Il faut qu'ils aillent voir les enfants. Et puis effectivement, bien enseigner, on en parle souvent, la science, la recherche au lycée. On en parlera avec Madame Borne, que nous recevrons prochainement. Et d'ailleurs, Monsieur Baptiste également à la rentrée, mais on vous en reparlera. Et Guillaume Canot, peut-être moi, je suis aussi très satisfait du résultat, mais je suis un tout petit peu plus nuancé. Je me dis qu'il y a quand même un tiers des Français qui ont peu confiance dans la science. Donc, j'aurais été plus satisfait si on avait 90% des Français qui étaient convaincus par ce que l'on fait. Et ce qui serait intéressant, ce serait de le comparer avec le même type de sondage il y a 15-20 ans, voir l'évolution en fait, au fil du temps, notamment avec la pandémie que l'on a connue et l'avènement des réseaux sociaux qui en fait jouent un rôle extrêmement délétère, je trouve, sur la diffusion de l'information. Et on a eu M. Raoult aussi, et les polémiques. Donc, peut-être, alors, vu le temps qui nous reste, j'ai deux questions, dont une qui semble essentielle par rapport à... Alors, on va peut-être pas rentrer dans la mécanique financement. Par contre, il y a un point qui a été évoqué rapidement, c'est votre rapport à l'Europe
et votre perspective en fait en tant que chercheur avec le fait européen et l'Union européenne. Quel poids ça a pour vous et quelle perspective ça vous offre? Merci Renaud. Et si quelqu'un veut nous dire qu'il est pour Erasmus, on est preneur. Pour nous, enfin en tout cas pour la recherche fondamentale, l'Europe joue un rôle clé. C'est devenu maintenant le principal financeur, en tout cas de ma recherche, c'est-à-dire que tous les impôts que l'on paye et qui servent à financer l'Europe jouent un rôle clé. C'est ça qui permet après d'avoir des financements en France et de faire avancer la recherche. Donc on travaille beaucoup avec des collaborateurs européens, on a beaucoup de réseaux internationaux, que ce soit pour prendre en charge les malades, mais également pour faire de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Et l'Europe a permis de structurer, nous on a des réseaux particuliers où on peut échanger les étudiants. Donc on a des étudiants qui viennent passer 6 mois chez nous, puis ils vont faire 2 ans ailleurs, puis d'autres qui viennent. Donc on a en permanence en fait un enrichissement de ce qui se fait à côté, et puis vice-versa. C'est-à-dire que nous, ce que l'on fait permet d'enrichir d'autres pays. Je crois que l'Europe joue un rôle clé, surtout quand on veut maintenant affronter d'autres pays en recherche, entre guillemets. On ne pourra pas parler de tout. On dit un mot sur les IHU, peut-être. Est-ce que ça fonctionne, non ? Oui, je sais, tu voulais parler des données. Oui, parce qu'il y a quand même, il y a 2 jours, il y a une Nous avons 2 minutes. Voilà. Mais, alors, les IHU... Comme tu veux, vas-y. Allez. Moi, je serais plutôt allé sur ce qui a annoncé sur la stratégie sur les données de santé et l'utilisation secondaire. Juste en un mot, c'est important pour vous ou c'est secondaire, justement, cette démarche sur fondamentale? On est d'accord que c'est fondamental. L'accès aux données, c'est une clé de voûte de la recherche transnationale. Oui. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a créé des entrepôts de données de santé, selon le RGPD, partout, tous les hôpitaux. Donc, quand vous faites un multicentrique, vous avez autant de DS qu'il y a d'hôpitaux impliqués dans le multicentrique. Et ça, on recrée encore une usine à gaz. Et je pense que le FDATE, bon, on ne sait pas trop vers où il va. Je pense qu'il doit avoir une mission de synthèse et de coordination qu'il faut absolument encourager. Okay. Donc c'est fondamental pour votre avenir de chercheur. Fondamental. Et associé aux données de santé, les ressources biologiques. On ne peut pas dire que les données isolées sont suffisantes. Il faut qu'en face, il y ait des données qui peuvent être explicatives sur le plan mécanistique. Oui. Sur les ressources biologiques, si je puis me permettre, on a créé les biobanques sous l'impulsion de l'INSERM au départ, il s'est retiré depuis. Mais les biobanques, c'est fondamental, comme on dit pour la retransnationnelle. On a peut-être une vision trop géographique et pas assez pathologique. Moi, je crois beaucoup au réseau de collection plutôt qu'au réseau de Saclay, de Rennes, etc. Parce que finalement, l'industriel ou même le chercheur, il s'en fiche, que ce soit à Rennes, Strasbourg ou Marseille. Alors, ce qu'il veut, c'est sa pathologie. Oui, Bruno Clément, il y a eu une annonce là, de l'INCa sur... Enfin, c'est l'INCa qui va récupérer un registre national du cancer. Bon, il y a même un peu de polémique sur le sujet, mais enfin, ça a l'air d'être plutôt une bonne avancée. Alors, pour tout ça, c'est ce que vous évoquez. Là également, lisez le quotidien du médecin. Il y a un article, un entretien avec Bruno Clément. C'est un article un peu ancien, mais que j'ai repris, oui, absolument. Mais un peu ancien. Je crains le pire. On va bientôt terminer. Est-ce que quelqu'un veut dire encore un mot? Non, c'était sur la recherche industrielle. Mais allez-y, allez-y, c'est important, j'avais oublié ma question. Non, mais très rapidement, je pense qu'on donne de l'argent bien, peut-être trop, quelquefois, pour l'amorçage de la valorisation. Oui. Donc, on crée beaucoup de start-up, mais c'est normal. À Boston, il y en a 600, il y en a Emmer, Evive, etc. C'est pas le sujet. Le problème, c'est le relais des investisseurs. Et là, on tombe dans le trou. C'est-à-dire que les bonnes start-up partent sur le Nasdaq et ne vont pas sur Euronext, par exemple. Et le deuxième point, c'est il faut absolument... Alors là, c'est juste pour jeter une idée. C'est le crédit impôt recherche qui est très attaqué. Et le législateur, l'an dernier, a voulu le raboter en enlevant de l'assiette les frais des brevets et le soutien au recrutement des doctorants. Alors, je n'ai pas compris. D'accord. Donc, vous appelez à manifester quand pour ça? Je ne manifesterai pas pour le CIR, mais je pense que ça mérite un vrai débat objectif, mesuré et non pas dogmatique. Il y a un PEPR, maladie rare, sur lequel vous êtes actif. C'est quoi exactement? Dites-nous en 2 mots. Un programme de recherche autour des maladies rares, recherche clinique et recherche fondamentale. Donc, pour le moment, il a été proposé, il n'est pas encore financé. Ce sera le futur, mais l'idée est de développer effectivement tout un tas d'axes de recherche autour des maladies rares. On termine. On a vu qu'il y avait au départ, on était parti sous M. Sarkozy avec une dizaine ou 8 ou 6 IHU et on a doublé ou triplé. C'est une voie et ce sera le dernier mot peut-être ou avant-dernier. Non, les IHU sont souvent remarquables. Hein. Certains ont un peu dévié et je pense qu'il faut être courageux et dire que ça suffit. Mais par contre, je pense que les investissements d'avenir ont été une excellente chose pour la recherche en France. Il y a eu pour une fois un grand
souffle de financement. On en a tous bénéficié d'une manière ou d'une autre. Et il n'y a pas que les IHU, ce n'est pas le grand trou noir qui résume toute la recherche. Il y a des programmes plus souples comme les RHU, il y a des programmes plus locaux comme les DHU, FHU. Donc tous ces mots HU qui finissent par hospital universitaire sont des outils très très utiles pour fédérer, animer et développer la recherche. Et merci d'avoir fait cette réunion, parce que je pense que nos auditeurs, nos spectateurs doivent vraiment savoir que la France est attractive en recherche et que les enjeux, c'est le courage des politiques pour financer, prioriser, prendre des décisions courageuses. Et est-ce que le vice-président des doyens de médecine va soutenir Erasmus? Oui, non, vite. Là, on peut plus. Alors, bien vite, sûr. Est-ce qu'il le met à son calendrier? Mais bien sûr, Erasmus, c'est extraordinaire, mais Erasmus, c'est comme en les médecine, IHU. c'est moyen. Hein. C'est moyen, mais moi j'en ai plein. Oui, mais j'en ai plein. parce que vous êtes saclé, non, mais non, le reste... non, il faut faire l'administration, c'est de la paperasse. Et il faut vraiment que les gens aient envie d'accueillir les étrangers, il faut accepter de parler anglais dans les services. Non, mais c'est surtout que les étudiants français aussi partent à l'étranger. Ils partent beaucoup, oui. Oui, enfin, à Saclay, mais enfin bon, on n'a pas le temps de faire la polémique. Okay. Par contre, voilà, il faudra revenir sur la formation. En tout cas. Ouais. Comme l'a dit Guillaume, Erasmus, ça n'est pas tout ce qui se passe en Europe. On a énormément de réseaux européens. Moi, je suis dans un réseau européen de recherche sur les maladies rares respiratoires. C'est des financements importants et un grand dynamisme et une ambition d'aller vers l'Est. Merci. Et vraiment, ça, c'est important aussi. Conclusion, Renaud. Oui, ma conclusion, c'est de vous remercier. Merci à nos partenaires, Point Vision, Pasteur Mutualité, CARE, Camurus, Via Voice, La Veille et Hortus. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne pourrait pas avoir lieu depuis 2017 maintenant déjà. Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay et son équipe. Bonnes vacances à tous. On vous prépare pour la rentrée une évolution de la formule. On y travaille avec Pascal pour, avec, nous l'espérons, quelques surprises agréables pour vous. Et surtout, ce qui nous aide beaucoup, c'est vous abonner à la chaîne YouTube et aussi nous regarder, ou en tout cas nous écouter en podcast et faire quelques commentaires. On a besoin de votre soutien pour que cette émission continue. Voilà. Merci. Bonnes vacances, Renaud. Merci à toutes et à tous. J'ai noté la phrase de Pascal. C'est maintenant. Oui. Oh non, il n'y a pas de phrase obligatoire. Hein. Simplement peut-être de dire que, comme Plutarque, la médecine est utile, elle fait mourir plus longtemps. Merci à vous tous. À bientôt.